Bonjour. Alors, dans le deuxième cours, je vais parler de la stabilisation exponentielle des systèmes bilinéaires, et cette fois dans le cadre d'un espace d'état qui est de Banach. D'accord. Voilà. Alors, donc, l'objectif, c'est d'établir des conditions nécessaires et suffisantes pour la stabilisation exponentielle, mais contrairement au cas de la stabilisation faible et forte, cette fois, la condition nécessaire sera la même que la condition suffisante. Ça, c'est important. C'est une caractérisation, bien sûr, dans un cadre un peu spécial. La condition nécessaire est la même que la condition suffisante dans le cadre des semi-groupes d'isométrie. Et les conditions nécessaires et suffisantes seront formulées en termes de conditions d'observabilité dans le sens linéaire du terme. Voilà. Aussi, on donnera une expression explicite, une estimation explicite du taux de convergence exponentielle. Et puis, on donnera des exemples d'applications gouvernées par des EDP. Voilà. Alors, la motivation... Donc, par exemple, dans les systèmes qui modélisent les dynamiques de population, il apparaît que l'espace d'état adéquat, c'est L1, plutôt qu'un espace de Hilbert, ou réflexif. Pour les fonctions, pour l'équation de la chaleur, l'espace des fonctions continues est plus approprié pour modéliser l'espace d'état, pour représenter l'espace d'état. Et ces deux espaces, ils ne sont pas réflexifs. Donc ça, c'est parmi les motivations qu'on trouve, et il y en a d'autres certainement. Alors, le système qui sera le sujet de notre étude dans ce cours, il prend la forme bilinéaire comme celle d'hier. A représente la dynamique, B l'espace, l'opérateur de contrôle, et U le contrôle scalaire. A est supposé générer un semi-groupe ST, qu'on va supposer par la suite de contraction. Alors, on aura besoin de rappeler certaines notions, puisque l'espace n'est pas du Hilbert, donc on aura besoin d'autres outils qui vont remplir ce vide causé par l'absence de structure hilbertienne. Donc, on aura besoin de l'application dualité. Donc, la dualité entre l'espace X et son dual sera notée comme ça. Donc, c'est une notation que nous avons utilisée pour le produit scalaire hier. Et le produit de dualité sera représenté ainsi, c'est-à-dire le vecteur il est à gauche et la forme linéaire à droite. Dans le cas où l'espace est de Hilbert, bon, l'application de dualité peut être, le produit de dualité, pardon, il peut être identifié au produit scalaire. Ensuite, on aura besoin de l'application de dualité G de Y, qui est définie par l'ensemble des formes linéaires phi, telles qu'on a cette identité. Et ça, cette application va jouer un rôle très important, que ce soit dans la définition du feedback, dans la formulation de l'inégalité d'observabilité, etc. Voilà. Alors, l'objectif principal, c'est d'établir une estimation de cette forme. On verra qu'on peut trouver M et sigma qui ne dépendent pas de l'état initial, ce qui donne lieu à une stabilisation exponentielle uniforme. Voilà. Alors, dans le cas linéaire, si on veut faire une petite comparaison au début, on sait que si le système est le couple, je veux dire AB, est contrôlable à 0, exactement contrôlable à 0, alors on peut stabiliser le système linéaire par un feedback linéaire aussi. Et la réciproque étant vraie si le A génère un groupe plutôt qu'un semi-groupe. Alors là, on va montrer des résultats similaires dans le cas bilinéaire, sauf que la réciproque, il n'est pas vrai si le A génère un groupe. Il faut qu'il génère un semi-groupe d'isométrie. Voilà. Alors, pour pouvoir avoir une idée
que ce soit sur le contrôle à considérer ou bien les conditions d'observabilité, comme d'habitude, on dérive l'énergie, bien sûr formellement, c'est-à-dire quand c'est possible, mais par la suite, on aura besoin de justifier ça. Donc, si la norme de x de t au carré est dérivable, on a cette égalité. Ça, on peut trouver dans Cato, par exemple, etc. Et bien sûr, la norme n'est pas différenciable, elle n'est pas forcément différenciable puisque l'espace d'état est un espace de Banach quelconque. Mais bien sûr, on peut très bien avoir la composée de deux fonctions qui est différenciable sans que les deux fonctions le soient. Donc, si c'est le cas, on a cette égalité. Si on suppose, par exemple, que A génère un groupe de contraction, donc on aura un qui est dissipatif, donc on obtiendra cette inégalité. Et donc, comme on a vu hier, on peut choisir un feedback qui est similaire à celui-là. Ça, on n'a pas de J parce qu'on a supposé que l'espace est de Hilbert. Mais dans ce cas, on doit remplacer ce terme par celui-là, c'est-à-dire Bx, mais ici un élément de la dualité de x de t. Voilà. Et donc, plus précisément, c'est le contrôle qu'on va considérer. Là, vous voyez la différence, c'est que là, on va utiliser J de z de t. On verra ce que c'est parce que ça, c'est un ensemble. D'accord? Donc, on a le choix ou bien fixer un élément approprié et le mettre ici, qui va représenter l'application dualité. Sinon, c'est ce qu'on va faire, supposer que cet élément est single valued, il est une vraie fonction. D'accord? Mais par la suite, on donnera une autre situation où cette quantité n'est pas single valued. Et aussi, j'ai ajouté ici un gain contrôle. Pourquoi? Parce qu'ici, le contrôle, on peut remarquer que ce contrôle-là, normalisé, là, le R, c'est 2. Et donc, le contrôle, il est borné, il est uniformément borné par rapport à l'état initial. Et donc, on peut l'appliquer dans le cas où on a des contraintes a priori sur le contrôle, mais la contrainte n'est pas forcément, ici, c'est dominé par norme de P, n'est pas forcément norme de P. Donc, lambda, il permet d'ajuster jusqu'à obtenir la contrainte prescrite à l'avance. Voilà. Alors maintenant, on va formuler les hypothèses. Donc là, comme j'ai dit hier, le cas hilbertien, il permet de formuler des conditions adaptées au cas de Banach. Donc là, je considère cette fonction-là, qui apparaît dans le dénominateur du contrôle, que je suppose à valeur une fonction univoque, qui vérifie cette condition qui va remplir l'absence de la Lifshitz condition qui était vérifiée systématiquement parce qu'au lieu de J, on avait J qui est égal à l'identité, identifier l'identité dans le cas Hilbert qui était linéaire. Donc on peut ajouter, retrancher jusqu'à obtenir là, le cas de Lifshitz. Voilà. Et là, cette condition, donc le cas, il vérifie ça, cette condition de monotonie. D'accord? Et avec cette condition-là, alors ces conditions, elles sont d'une part vérifiées dans le cas hilbertien et même dans le cas réflexif, si on suppose que l'espace vérifie une propriété géométrique, c'est-à-dire réflexif, mais il est proche de la structure hilbertienne. Je vais donner l'espace de Hilbert, il est caractérisé par la norme hilbertienne, il est caractérisé par l'égalité de parallélogramme. Et dans le cas d'un espace qui n'est pas forcément de Hilbert, on peut modifier cette égalité du parallélogramme et la rendre une inégalité, et ça peut englober une bonne classe d'espace réflexif. Voilà. Donc cette condition, elle est vérifiée d'une part dans le cas d'un espace de Hilbert, avec C, c'est 2 fois norme de B, ça on peut vérifier à la main, et aussi pour certaines situations où l'espace d'état est réflexif. Il faut remarquer que à partir de cette inégalité, je peux déduire la continuité de cette quantité par rapport à T, ce qui va nous permettre d'introduire la notion de l'inégalité d'observabilité.
Voilà. Alors, donc, il faut remarquer aussi que ici, hier, nous n'avions pas de S de grand T, ça, on a généralisé. D'accord? Donc, j'ai laissé la généralisation pour simplifier l'étude dans le cas hilbertien. Mais là, on peut remplacer par cette inégalité qui vérifie plutôt une condition similaire à la condition de contrôlabilité exacte à 0. Par contre, hier, c'est la contrôlabilité exacte sur l'espace tout entier. Voilà. Donc, dans la suite, à chaque fois que cette quantité est univoque, on utilise cette notation. Puisque c'est univoque, ça va donner la même valeur, peu importe la valeur, la forme linéaire que je vais prendre ici. Voilà. Et aussi, je peux utiliser cette notation pour dire que pour chaque T, on a cette appartenance. Voilà. Alors, ce lemme sera utile par la suite, que ce soit dans l'existence et l'unicité et aussi dans la condition nécessaire. Donc, comme hier, donc, on fait des calculs, sauf que, contrairement au cas d'hier, ici, G était l'identité, donc linéaire, on peut ajouter un tranché. Là, il faut viser le terme tout entier, puisqu'on a supposé qu'il vérifie la condition de local Lipschitz. Donc, il faut rassembler les termes similaires et utiliser l'inégalité de tout à l'heure. Voilà, et on montre qu'on a la globale Lipschitz avec cette constante-là. Et puisqu'on a le local Lipschitz, on a directement l'existence globale, l'existence et l'unicité globale. Voilà. Alors voici donc le théorème, le premier théorème qui donne la condition nécessaire pour avoir la stabilité exponentielle. Donc là, je suppose la condition A2, c'est-à-dire la Lipschitz, la condition de local Lipschitz de tout à l'heure. Et je suppose ici que S de T est d'isométrie. Si vous vous rappelez, hier, pour avoir la condition nécessaire, j'avais besoin que, lorsque j'y dérive l'énergie, d'avoir l'égalité plus que l'inégalité. C'est là qu'intervient la condition d'isométrie. Alors, si le contrôle normalisé assure la stabilité exponentielle du système bilinéaire, alors forcément la condition A3 d'observabilité, la condition A3 c'est celle d'observabilité, forcément il est vérifié. Alors pour la preuve, donc on suppose qu'on a la stabilité exponentielle avec m et sigma ne dépendent pas de l'état initial, et on introduit l'opérateur de boucle fermée qui apparaît dans le input du système. Et cet opérateur, il est global Lipschitz. C'est d'après le lemme. Alors, on a f, cet opérateur qu'on vient de définir en norme. Donc là, on retranche et on ajoute f de s de t z0 parce que l'observabilité, on vise justement ce terme-là. Donc là, c'est l'état du système boucle fermée. Alors, dans l'observabilité, on a S de t, donc on ajoute et on retranche. Alors à ce niveau-là, j'utilise le fait que f est Lipschitz, L c'est la constante de Lipschitz de f, et ensuite, à ce niveau-là, j'applique la variation de la constante, la formule de variation de la constante, ce qui donne le contrôle multiplié par Pz, l'opérateur de contrôle appliqué à Z. Et dans la dernière ligne, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le fait que cette quantité elle est bornée par norme de B. Et donc, il reste... pardon, ce n'est pas ça ce que j'ai utilisé. Ça c'est exactement norme de f de z. Juste un rappel pour norme de z. F de z, c'est celle-là. Voilà. Et donc, c'est norme de f de z. Voilà. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de comparer cette intégrale avec l'intégrale de f de s de t z0, puisque dans la condition de solvabilité, il y a une intégrale. Et donc, on s'attend à une inégalité genre Grand-Wall. Alors, voilà, donc on applique l'inégalité de Grand-Wall, une inégalité en fait généralisée, puisqu'on a ici une fonction qui dépend du temps, que vous pouvez trouver ici. Alors, il donne cette inégalité.
Alors, puis ça, on peut majorer en fonction de t, puisque bon, ça c'est inférieur à t, et on obtient cette inégalité. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On intègre. On intègre les deux quantités. Alors, on intègre tout en majorant ça par grand T, et donc on obtient cette inégalité. Donc, lorsqu'on majore par grand T, ça devient constant, donc on le préserve, on ajoute juste un T d'intégration, et puis ça donne la même chose, et donc on obtient cette inégalité. Voilà. Alors maintenant, pour pouvoir avoir une inégalité, parce que l'inégalité d'observabilité, on doit avoir une inégalité, c'est-à-dire l'intégrale est supérieure à quelque chose qui contient la norme. Donc ça on peut l'obtenir à partir de cette identité. Donc pour Z0 dans D de A, en utilisant la variation de la constante, on peut montrer que cette quantité est Lipschitz. Et c'est là la différence entre le cas Hilbert, la vraie différence, c'est la norme n'est pas différenciable, mais pour montrer que la norme de l'état au carré est dérivable, on montre qu'il est Lipschitz, ce qui donne qu'il est dérivable presque partout, puisque c'est une fonction réelle. Ça, c'est vrai dans un espace réflexif quelconque, en particulier dans R. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on résout le problème. Et ensuite, on utilise Kato. Kato, il dit que si tu arrives à montrer que la norme au carré est dérivable par une méthode ou une autre, alors il te donne l'expression. Ça, c'est... Voilà. Alors, ensuite, j'utilise le fait que S de T est d'isométrie, donc A est conservatif, donc le produit scalaire AZ égale à 0. Et donc, j'obtiens cette inégalité. Et ensuite, j'intègre, j'obtiens ça. Alors, à ce niveau-là, je peux utiliser l'exponentielle stabilité pour minorer ce terme. Et donc, je commence à obtenir un terme qui contient norme de Z au carré. Et ça, c'est pas loin de l'intégrale de f de S de t, de Z de t. Ça, c'est pas loin, et il y a juste le carré qu'on va régler. Voilà. Alors là, comme je viens de dire, j'ai utilisé le fait que Z de t est inférieur à m exponentielle moins sigma t Z0, et donc j'ai une minoration de ce genre-là. Alors ensuite, bon, je rappelle que la norme de f de z, c'est celle-là, donc il y a juste le carré. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais le séparer, produit de deux termes, le terme est lui-même. Et donc, l'un des termes, je le majore par norme de b fois norme de z de t au carré. Je conserve 1 et l'autre se simplifie. Et donc, z de t en norme, il est inférieur à la norme de z0, donc il se simplifie aussi, et donc il reste ici norme de z0 au carré, norme de z0, sans carré. Et donc, j'aurai cette intégrale qui est supérieure à une constante fois norme de z0, et j'utilise l'inégalité de tout à l'heure, qui donne une majoration de ce terme, voilà, une majoration de cette intégrale par celle-là. Et donc, j'obtiens une inégalité qui est très proche de l'inégalité d'observabilité. Alors maintenant, il suffit de remarquer que norme de S de t z0 égale norme de z0 pour se débarrasser de ce terme. Là, je remplaçais l'expression de f de z, et donc j'obtiens cette quantité-là, ce qui donne l'inégalité d'observabilité. Voilà, et donc c'est une condition nécessaire. Il faut remarquer ici qu'il n'y a plus de z de t, puisque je supposais que le semi-groupe est d'isométrie, donc il coïncide. Voilà. Alors maintenant, je passe à la condition suffisante. Donc je reprends le même contrôle. Je suppose les trois conditions. Donc la condition A1, c'est le fait que le semi-groupe soit de contraction. Dans le cas suffisant, de condition suffisante, on a besoin seulement que le semi-groupe soit de contraction, pas forcément d'isométrie. A2, c'est la condition reliée à l'application de dualité, la locale Lipschitz. Et puis A3, c'est l'observabilité. Alors dans ce cas, pour lambda assez petit, le contrôle il assure la stabilité uniforme et exponentielle. Voilà. Alors pour la preuve, donc l'existence est déjà discutée dans la condition nécessaire, ça découle de A2.
Et on a la solution, il est donnée par la formule de la variation de la constante. Alors, pour éviter d'utiliser des indicatrices ici, parce qu'il y a le Z en dénominateur et que ici, ils ont même degré, ce n'est pas la même chose que pour R strictement inférieur à 2. Donc, je vais écarter le cas Z0 égale à 0 et même le cas où Z s'annule quelque part. S'il s'annule, alors vu qu'on a la décroissance de la norme, elle reste nulle après. Donc, il n'y a rien à démontrer. Donc, on peut écrire ce genre de quantité sans indicatrice. Voilà. Alors là, on peut montrer cette inégalité en dérivant pour Z0 dans D de A et ensuite en passant par densité. C'est déjà discuté tout à l'heure. Alors, en se basant sur la formule de la variation de la constante, on peut aussi montrer par Graham-Wall cette inégalité. Donc ça, c'est... Alors, ensuite, d'après la variation de la constante, on a aussi cette quantité parce que le premier terme, donc on a S de t, S de petit t, mais puisque S de t est de contraction, donc S de petit t en norme appliquée Z0, il est inférieur à S de grand t, Z0. Et l'autre, ça découle, K c'est norme de B. Peut-être, je ne sais pas si je l'ai. Voilà, c'est norme de B. Le contrôle, il est majoré par norme de B, et ensuite, il reste le terme qui contient B et Z de S. Donc j'ai préservé le terme attaché de B de Z et j'ai majoré le contrôle. Voilà, donc ensuite, j'utilise cette inégalité ici. Voilà. Et donc, ça donne cette relation. Donc, l'idée, c'est d'essayer de relayer Z, norme de Z de T, Z0 et cette quantité. Et cette quantité, c'est ça qui fait la différence avec la situation d'hier, parce qu'on avait Z0, donc la situation était un peu simple. Mais ici, on obtient pour T égale grand T, on obtient cette inégalité qu'on exploitera par la suite. Et l'idée, c'est toujours arriver à une relation séquentielle. C'est toujours ça. Mais on a un terme parasite, c'est celui-là, qu'on va essayer de régler par la suite. Voilà. Alors, donc on a une suite, remarquez, donc on a une suite qui a le même terme ici, le premier et le dernier, mais là, c'est un terme étrange qu'on va essayer d'expliquer, d'estimer en fonction des termes de ce genre-là. Voilà. Alors, en utilisant le fait que le semi-groupe est de contraction, on a cette inégalité et on a celle-là. Alors, donc, d'après la propriété de K, la monotonie de K, on a cette majoration. Donc, on a vu que K il est monotone dans son sens. Et puisque ici, il y a le même terme, on a la dernière condition dans A2, il est inférieur à C, norme de Z0. Alors, l'idée clé de la stabilité en général, c'est d'essayer de relayer ces deux quantités. Donc, dans le cas Hilbert, on peut, si vous vous rappelez bien, retrancher Z de T et la rajouter. Mais ça ne marche pas ici, puisque J il est non linéaire. Ça ne marche pas. Donc, c'est pourquoi on a donné la condition A2 qu'on a appliquée ici. Donc, la condition A2, ça c'est B indice J de S de T Z0, B indice J de Z de T. Et donc, on a cette inégalité. Alors, ensuite, voilà, ensuite, je garde ce produit de dualité en valeur absolue, donc j'utilise l'inégalité triangulaire, donc en se basant sur celle-là. Donc, je démarre je retranche cette quantité, je la rajoute et ça donne cette inégalité. Alors, pour obtenir la dernière ligne, j'utilise la variation de la constante. Donc, Z de T moins S de T Z0, ça donne la partie intégrale dans la variation de la constante avec le gain de contrôle qui est ici. Alors ensuite, une fois avoir cette inégalité, donc comme d'habitude, on intègre. Voilà, donc on intègre, on obtient cette inégalité. Et dans C lambda, c'est les données ainsi. Et puis on passe aux suites, et l'idée c'est d'essayer d'établir une relation implicite qui regroupe les termes de la même suite, norme de Z de G grand T.
Alors, ici, donc, qu'est-ce qu'on fait? On remplace Z0 par Z de JT. Et on utilise la superposition de la solution. Et donc, ça donne cette inégalité. Voilà, donc ça c'est le terme Z0, ça devient Z de JT. Ici, c'est JTG plus 1T. Donc, la différence, c'est toujours T. Et ici, j'obtiens, au lieu de Z0, j'obtiens Z de JT. Et ensuite, j'utilise l'observabilité. Voilà. Et d'où vient la puissance 4? C'est puisque ici, il y a un demi. Donc, je passe au carré. Donc, j'obtiens ici au carré. Donc, dans l'inégalité d'observabilité, donc j'avais delta norme au carré. Donc, ça devient une puissance 4. Et je reviens à l'inégalité de tout à l'heure, donc obtenue par dérivation de l'énergie. Donc, je remplace la même chose, je remplace T par JT et S par G plus 1T. Et donc, j'obtiens cette inégalité. D'accord? Donc, j'essaye de remplacer ça après avoir remplacé S par JT et T par G plus 1T. J'obtiens cette intégrale. Et je la majore, donc il y a un signe moins, donc je le mets de l'autre côté. J'obtiens cette différence qui, après avoir multiplié par ça, ça devient comme ça. Parce que ici, j'ai un terme ici. Donc, lorsque je le multiplie par ce terme, ça devient 4. Mais ici, j'ai G plus 1T. Donc, ça devient ce terme qui s'ajoute. Voilà. Et donc, on n'est pas loin d'avoir une estimation implicite qui regroupe les mêmes termes de la suite. Il suffit de se débarrasser de ce terme-là à l'aide de l'inégalité que nous avons obtenue tout à l'heure. Voilà, c'est celle-là. Je l'ai rappelée ici, l'inégalité 3. Donc, j'essaye de tirer une minoration de ce terme en fonction de ces deux termes et de l'implémenter ici, de l'injecter ici, et j'obtiens finalement une inégalité de ce genre-là. Bien sûr, tout en utilisant la monotonie. Voilà, donc cette quantité, je la éliminerai par la différence et je l'injecte ici, ce qui donne lieu à une inégalité de ce genre-là. Xi, c'est comme une suite géométrique avec un coefficient xi qui est de cette forme. Là, on remarque qu'ici, il y a le même degré de lambda, mais heureusement qu'on a un cas lambda ici, si vous vous rappelez bien, qui était un petit taux de 1. Donc, c'est ça qui va faire que xi peut être mis dans l'intervalle 0,1 pour lambda assez petit. Voilà. Et donc, c'est presque terminé. Donc, on a une suite géométrique qu'on peut estimer, etc. Ensuite, pour passer au cas continu, on introduit la partie entière. J, c'est la partie entière de t sur grand T. On obtient cette inégalité. Et donc, ça donne la stabilité exponentielle avec des paramètres qui ne dépendent pas de l'état initial. Voilà. Alors maintenant, on va traiter un autre cas qui est motivé en fait par les exemples, parce qu'on a un exemple où cette quantité n'est pas univoque. Et donc, le premier résultat ne s'applique pas. Donc, on donnera un premier résultat où appliquer le premier, un autre où le BG n'est pas univoque, et donc on aura besoin d'une extension. Alors, lorsque le BJ n'est pas univoque, on peut se contenter d'une minoration de ce genre-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver un autre opérateur B qui garantit cette propriété, c'est-à-dire le nouveau B calligraphique indice J est univoque, vérifie les propriétés, vérifie A2, et tout en minorant le premier B. Voilà. Ici, j'ai oublié de mettre 0, c'est positif. Sinon, c'est noté ici de toutes les façons. Sinon, au moins, il faut supposer que ces deux quantités ont un même signe, parce qu'on aura à majorer le produit après. Donc là, j'ai mis positif, c'est juste pour simplifier les choses, mais comme vous l'avez remarqué ici, donc on peut remplacer la positivité, c'est-à-dire celle-là, par dire que ces deux quantités ont même signe. Voilà. Et donc, on a un résultat similaire. Donc là, j'ai retiré le A2 et je l'ai remplacé par A'2. A'2, c'est celle-là, c'est-à-dire le nouveau B qui minore le premier, vérifie A2.
c'est-à-dire c'est le nouveau B qui va jouer le rôle du premier dans l'expression du contrôle. Et là, vous remarquez donc le contrôle, j'ai remplacé le premier B par le deuxième. Alors, on a la stabilité exponentielle, le même résultat. Alors, la démonstration, pour la démonstration, donc le contrôle, donc il y a le B ici, le nouveau B, et le premier B ici. Et avec ça, puisque le B calligraphique il vérifie le A2, on peut montrer que cet opérateur il est aussi Lipschitz. Et donc, on a la Wilposeness. On a l'existence d'une solution globale. Alors, par contre, lorsqu'on dérive l'énergie, etc., on obtient un terme rectangulaire de ce genre-là. Et donc, là, il y a un problème. Et c'est là qu'on suppose que ces deux termes ont le même signe. Bon, au début, j'ai supposé que c'est positif, mais ça reste valable avec l'hypothèse de même signe, qui nous permet d'avoir cette inégalité. Et donc, une fois arrivé à là, le cheminement devient le même que dans le premier cas. Et bien sûr, ça découle de A'2, etc. Et donc, on procède comme avant. Voilà. Alors là, quelques remarques. Donc, une remarque intéressante qu'on va voir dans le deuxième exemple et qu'on peut remarquer dans la preuve. Dans la preuve, on remarque que lorsqu'on suppose que le produit de dualité PZ, GZ est univoque, on n'utilise nulle part le J, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à tous les éléments de J de Z. Et en fait, ça nous conduit à dire qu'on peut remplacer J par une sous-famille G1, un sous-ensemble G1 de J, pourvu que les deux hypothèses soient vérifiées pour le même ensemble G1. Si on trouve le même ensemble G1 qui marche pour A2, A3, on peut se contenter de G1 au lieu de tous les éléments de J. Voilà. Alors, si on remplace l'observabilité de tout à l'heure, l'observabilité faible par une observabilité forte, c'est-à-dire il n'y a pas de S de grand T, on peut montrer en fait qu'on a la stabilité pour tout contrôle lambda. Ce n'est pas forcément assez petit. Alors pour la contraction, ce n'est pas une condition nécessaire. Voilà, on peut prendre un exemple simple. Toutefois, la condition de contraction, c'est comme on suppose que le système en fait libre il est stable, source de Lyapunov, mais ce n'est pas nécessaire. Voici donc deux références. Là, ça traite le cas de dimension finie, là, condition de dimension infinie, comme on a discuté hier suite à la question de Islam. Donc ça, c'est possible avec des conditions. Il y a un changement de variable, comme j'ai dit hier, qui permet d'annuler la dynamique et donc ça devient stable. Pour la dimension finie aussi, c'est en relation avec cette remarque, on peut, supposons que pour le produit scalaire, là j'ai bien sûr considéré le produit scalaire, que le produit scalaire, par rapport au produit scalaire usuel par exemple, on n'a pas la condition de contraction. Là, on peut travailler avec un autre pourvu qu'on a cette condition, inégalité de Lyapunov. Si c'est vérifié, alors on travaille à l'aide de ce produit scalaire vu que les normes sont équivalentes en dimension finie. Voilà, maintenant je vais donner quelques exemples. Bon, là c'est l'exemple de Land, je l'ai donné dans le cadre Hilbert. Bon, je n'ai pas trouvé Bon, je n'ai pas cherché honnêtement un cadre de Banach, je ne sais pas si c'est facile ou non, parce que il suffit pas de. Donc il y a l'application dualité qui demande vraiment. Il faut pouvoir être capable de faire des calculs, etc. Bon, de toutes les façons, je n'ai pas trop cherché. Hein. S'il y a des exemples, on peut discuter. Bon, pourquoi j'ai introduit cet exemple? C'est juste pour parler de la stabilité exponentielle de l'équation d'onde, parce que hier, on a parlé de la stabilité polynomiale. Et voilà. Donc, je suppose ici que A il est minoré sur un petit oméga qui vérifie la condition géométrique, de sorte que la condition d'observabilité soit vérifiée.
Pour pouvoir écrire le système, donc c'est comme hier, donc on a introduit des changements d'opérateurs et d'espace pour pouvoir l'écrire sous forme d'équation d'état du premier ordre. Et dans ce cas, on a la stabilité exponentielle en utilisant ce feedback normalisé. Alors maintenant, on passe aux exemples qui concernent le cadre vrai d'un Banach qui est non réflexif. On peut bien sûr travailler avec les LP, ça c'est possible, d'accord. Mais là, on a considéré le cas le plus difficile, c'est le cas non réflexif. Alors là, donc je considère l'équation de transport et l'espace d'état c'est L1, donc il est non réflexif. Ici, l'opérateur de contrôle c'est H fois Y. Ensuite, on verra on discutera les conditions nécessaires sur H et les conditions suffisantes ensuite. Et l'application dualité est là, cette forme. Donc, c'est une application multivoque. Voilà. Alors, ici, le A, avec ce domaine-là, il génère un semi-groupe d'isométrie. Il est donné par cette expression. Alors, si on applique le résultat de conditions nécessaires, donc, il est donné par cette inégalité. Et là, j'ai simplifié par un Y qui apparaît ici, donc c'est pourquoi il n'y a pas de carré. Alors, une situation particulière où cette inégalité est vérifiée, c'est le cas où H est supérieur ou égal à C sur tout le domaine. Mais ça, c'est ce que j'ai dit ici dans la dernière ligne, ce n'est pas nécessaire. C'est juste une situation où cette inégalité est vérifiée. D'accord? Et on va montrer que ce n'est pas nécessaire. On va donner une situation. Donc, on va prendre carrément H, c'est l'indicatrice de oméga avec oméga égale alpha plus l'infini. Donc, voilà. Alors, le premier défi, c'est de montrer que cette quantité, elle est univoque. Donc, si on remplace BY par l'indicatrice de oméga fois Y, donc ça donne cette quantité. Donc, il n'y a pas de Y étoile, donc il est univoque. Lorsque pour Y fixé, c'est univoque. Donc, heureusement, donc on peut appliquer le premier cas. Et là, on peut vérifier que BJ, donc il est déjà univoque, on peut vérifier que A2, il est vérifié pour KTS égale 2 fois T plus S, et C égale à 4. Voilà, donc la condition A1 et A2 sont vérifiées. Il reste à vérifier A3, c'est-à-dire l'observabilité. Alors, on calcule ce terme-là. Donc là, j'ai le droit d'utiliser cette notation parce que le B indice J, il est univoque. Donc, ça donne cette expression ici. Donc, là, le terme, donc, il ne dépend pas de X, donc j'ai factorisé avec. Et ensuite, j'intègre sur 0t. Donc, l'idée, c'est de prendre t strictement supérieur à alpha et de minorer l'intégrale 0t par l'intégrale alpha t pour pouvoir se débarrasser de... parce que ici, dans l'intégrale ici, on a deux contraintes sur x. On a x supérieur ou égal à t et x supérieur à alpha. Donc, pourquoi on a minoré ici par cette intégrale? Pour se débarrasser de la condition x supérieur ou égal à alpha, parce qu'après, j'aurai besoin de faire un changement de variable et pour obtenir ici la norme, récupérer toute la norme, plutôt que la norme qui est oméga y. Et voilà, et donc ça donne l'observabilité. Et donc, on peut déduire la stabilité exponentielle pour un gain contrôle assez petit en utilisant le contrôle normalisé qui cette fois prend cette forme-là. Alors, le dernier exemple, il concerne l'équation de la chaleur dans l'espace d'état des fonctions continues qui n'est pas non plus réflexive. Et muni de la norme sup. Donc déjà, au niveau de la stabilité, ça c'est intéressant parce que estimer une norme sup, ce n'est pas la même chose d'estimer une norme L2. Alors le A ici, je suppose que c'est supérieur à K sur l'intervalle 0,1. Et puis donc A, c'est le Laplacien avec ce domaine-là, donc il génère un semi-groupe de contraction. Bon, toutes ces informations, bon, ça se trouve dans les références que je vais donner, notamment Nagel, etc. Et Engel. Alors l'application de dualité, bon, je n'ai pas donné l'expression, donc c'est former des mesures de radon. C'est bon, ça va suffire. Des radons qui vérifient certaines propriétés, mais c'est difficile à manipuler. Donc c'est là
où intervient la remarque de tout à l'heure. Il suffit de prendre une sous-famille J1. Je prends ces éléments-là, donc l'ensemble des formes linéaires pour x fixé, c'est x de S0 fois Dirac en S0. C'est quoi S0? C'est là où la norme est atteinte. Et on va voir que ce G1, cette sous-famille, il permet d'avoir les conditions, les deux conditions à la fois. Voilà. Alors, on calcule comme d'habitude, donc Bx G1x. Donc, on fait des calculs. Ça, c'est juste on remplace. Voilà. Et là, j'applique Dirac. Dirac appliqué à ce terme-là, donc ça donne cette quantité. Et on remarque que c'est multivoque. Parce que je ne suis pas sûr que le sup est atteint en un seul élément. Il se peut qu'il y en a plusieurs. Et à chaque fois que je trouve un S0, je le remplace ici. Et ça donne une valeur pour A. Et donc, c'est multivoque. Et donc, on doit faire recours à la deuxième situation. Donc, il faut pouvoir minorer par une quantité. C'est pourquoi j'ai supposé que A est supérieur, il est minoré par K. Bon, ça, juste pour simplifier un peu. Donc, cette quantité elle est minorée par Kx carré. Ça veut dire que je peux prendre le nouveau B, c'est K fois l'identité. Et qui vérifie bien les hypothèses. Et donc, dans ce cas, avec ce choix, donc ça, c'est juste, j'ai utilisé la définition de B, donc j'obtiens celle-là. Ensuite, j'utilise le fait que S est de contraction, donc je peux minorer par ça, et donc j'ai l'observabilité. Voilà, il reste la dernière. Donc là aussi, donc, je remplace, j'ai oublié peut-être une valeur, non, c'est bon. Bon, je remplace pour vérifier la locale Lipschitz. Bon, j'obtiens la différence des deux normes, etc. C'est aussi vérifié. Voilà. Et donc le contrôle est là, cette forme un peu bizarre parce que le feedback il est aussi à l'intérieur de A, mais on n'y peut rien. Donc c'est ça. Donc on a la stabilité exponentielle pour ça c'est lambda, c'est par où, c'est le gain de contrôle. Mais... Donc voici quelques références. Là, c'est les références que j'ai mentionnées tout à l'heure pour la motivation, de considérer des espaces d'état qui ne sont pas réflexifs. Ça, c'est plutôt des références où j'ai pris des outils, grand wall, résultat d'existence, différentiabilité de la norme, et tout ça. Et même dans les exemples, d'accord, donc je me suis basé surtout sur Engel et Nagel pour la génération de semi-groupes, etc. Ici, quelques résultats de stabilité exponentielle, que ce soit en dimension finie ou en dimension infinie. Ça aussi, donc c'est dans le cas réflexif. Si vous voulez voir le cas spécifique, le cas d'espace d'état réflexif, on donne des conditions géométriques. Et puis d'autres situations, donc on trouve des stabilités des systèmes non bornés, etc. Voilà, je vous remercie.